Est-ce la fin de l'impunité pour le régime syrien? C'est le grand angle de ce vendredi 14 janvier. Il s'agit du premier procès lié aux exactions du régime du dictateur syrien Bachar al-Assad, presque 11 ans après le début du soulèvement populaire en Syrie et de sa répression. Un ancien colonel des services de renseignement a été condamné par la justice allemande à la prison à vie hier pour crime contre l'humanité. Est-ce donc la fin de l'impunité pour le régime syrien? C'est notre grand angle. Avec vous, Lena Björström, bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez tout juste de Coblence, où vous avez suivi ce procès pour le site d'information Les Jours. Et bonsoir également à vous, Clémence Bechtart, avocate pour la Fédération internationale des droits de l'homme et aussi pour des ONG et des victimes syriennes impliquées dans des procédures en cours en Europe, puisqu'il y en a plusieurs. Vous étiez sur place, vous étiez dans la salle d'audience hier. Comment a été reçu ce verdict, et notamment par le principal intéressé? Par le principal intéressé, très peu de réactions. C'est-à-dire que tout au long du procès, Anwar Raslan est resté vraiment impassible, plutôt à prendre des notes comme s'il enquêtait un peu sur son propre cas et à noter toutes les erreurs qui pouvaient être dites, en tout cas de son point de vue. Là, pour la première fois, il a eu une petite réaction à l'annonce du verdict. Il a juste le visage a frémi. Il a regardé pour la première fois les plaignants et puis ensuite il s'est assis et est retourné à son impassibilité première. C'était un bon procès ? Oui, c'était un bon procès et c'est un formidable verdict qui donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'élan aux victimes syriennes. D'abord aux victimes bien sûr concernées par cette affaire, mais bien au-delà, aux victimes, aux activistes syriens, aux témoins qui ont, avec tellement de courage, de force, de détermination depuis 2011, travaillé à documenter les exactions du régime syrien et à porter leur témoignage en justice. On qualifie ce procès d'historique, qui est un terme souvent assez galvaudé. Est-ce que là, pour le coup, c'est vraiment historique ? Oui, c'est historique. C'est le premier procès à l'échelle mondiale qui concerne et qui sanctionne les exactions du régime de Bachar el-Assad. Et puis c'est aussi la première reconnaissance judiciaire de la perpétration de crimes contre l'humanité. Et ça, c'était très important également de voir cette reconnaissance affirmée. On va y revenir en images. Anwar Raslan est le deuxième jugé coupable après la condamnation en février dernier d'un agent plus subalterne du renseignement syrien par ce tribunal allemand. La Haute Cour régionale de Coblence le condamne donc à la perpétuité pour crime de guerre. Les précisions de notre confrère de France Télévisions, Laurent Desbonnets. Reconnu coupable d'avoir supervisé la torture de plus de 4000 personnes dans une prison du régime de Bachar al-Assad. Des dizaines de morts, d'abus sexuels, d'emprisonnement arbitraire. Anwar Raslan est le premier haut gradé syrien condamné à la perpétuité pour crime contre l'humanité. Un verdict historique prononcé en Allemagne, l'aboutissement de 10 ans de bataille judiciaire pour les victimes du régime toujours au pouvoir à Damas. Je pense que c'est ce qu'il mérite. J'aurais souhaité que mon frère bénéficie du même procès équitable que lui. Il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. C'est un pas très important pour la justice. On espère que ce sera une base solide pour continuer ce travail de justice. Anwar Raslan avait été arrêté en 2015 à Berlin alors qu'il tentait de se faire passer pour un simple réfugié. Et c'est notamment grâce à ces milliers d'images de cadavres qu'il a été condamné. Des clichés pris par un officier syrien surnommé César. Il travaillait comme photographe dans les prisons avant de fuir le pays. Nous avions suivi le travail de ses avocats. Regardez, vous pouvez voir ici des traces de torture. Et ça vous aide à savoir qui a commis ce crime ? Oui, on sait, car le chiffre sur ce bout de papier, ça indique clairement d'où vient le corps. Là, c'est la sécurité intérieure. En Allemagne, la justice applique plus largement qu'ailleurs le principe de compétence universelle pour les crimes contre l'humanité. Ils peuvent être jugés, même s'ils ont été commis à l'étranger. La semaine prochaine, c'est le procès de ce médecin syrien qui doit s'ouvrir à Francfort. Lui aussi est accusé d'actes de torture. Alors, ce procès a jeté une lumière crue sur la nature du régime de Bachar el-Assad. Quels enseignements on peut en tirer ? Qu'est-ce qu'on a appris pendant ce procès qu'on ne savait pas ? Qu'est-ce qu'on a appris pendant ce procès qu'on ne savait pas ? En fait, il y a énormément de choses, je pense qu'on savait, mais ce que ce procès a changé, c'est la nature de la reconnaissance des crimes commis. C'est-à-dire que c'est des crimes qui ont été extrêmement documentés depuis 2011 par des ONG, par des activistes syriens, par des Syriens dans la rue et d'anciens détenus, en fait. Mais pour la première fois, toutes ces preuves-là qui ont été ramenées en Europe notamment, ont été examinées par une cour de justice. Et donc, du coup, elles prennent
cette documentation prend une valeur de preuve, ce qui n'était pas le cas avant. Finalement, on n'a pas forcément appris, à mon sens en tout cas, tant de choses que ça sur la nature des crimes commis, mais c'est la première fois en fait que ces crimes sont reconnus comme tels et qu'il ne s'agisse pas uniquement de commentaires en fait ou de témoignages de victimes. Le verdict interroge quand même, hein. Le régime est toujours en place, des crimes de ce type continuent d'être commis en Syrie. Vu de Damas, est-ce que Bachar el-Assad a de quoi s'inquiéter? Parce que jusqu'ici, pas grand-chose ne l'a inquiété. Non, pas pour l'instant. Bachar el-Assad, il est pour l'instant en tout cas inamovible. Il a le soutien d'effectifs de la Russie, de l'Iran. Il a gagné la guerre et reconquis une grande partie du territoire syrien militairement. Il continue d'ailleurs d'exercer une répression parce que les crimes ils continuent d'être commis. Il y a encore des dizaines de milliers de disparus, des cas qui sont documentés à l'heure actuelle, hein, de personnes par exemple de Syriennes ou de Syriens qui avaient cherché refuge en Europe et qui en revenant se font arrêter et sont à nouveau soumis à la machine répressive qui est donc toujours opérationnelle. Donc non, pour l'instant, je dirais aucune crainte de la part de ce régime. Mais je pense qu'il faut voir aussi ce verdict comme une étape et puis tout ce que ce verdict va pouvoir permettre, encore une fois, en termes d'espoir, en termes de poursuite du travail, de documentation, de poursuite du plaidoyer en faveur de la lutte contre l'impunité. Eh bien ça, c'est un travail de long terme et je pense que les Syriennes et les Syriens en sont convaincus. Le chemin sera long, mais il doit se poursuivre. Et ça a été rendu possible grâce à un mécanisme. Ici, c'est l'Allemagne qui a appliqué le principe juridique de la compétence universelle, c'est-à-dire que l'État peut poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, quelle que soit leur nationalité et le lieu où les crimes ont été commis. À quelles conditions ça se fait? À quelles conditions on peut juger quelqu'un? Eh bien, les conditions varient selon les États et c'est ce qui a été rappelé dans votre sujet. L'Allemagne traduit dans sa législation la compétence universelle d'une manière très ouverte, qui est conforme d'ailleurs au droit international, avec très peu de conditions restrictives. Et c'est notamment cela qui a permis eh bien, que ce procès ait lieu et qu'il aboutisse à ce verdict rendu hier. D'autres États européens, un certain nombre d'États ont également dans leur système législatif la compétence universelle, mais parfois, et c'est le cas par exemple de la France, avec beaucoup plus de restrictions qui font, et on voit le parallèle, hein, qu'en Allemagne, on a un procès qui parvient à son terme, un deuxième procès qui va bientôt débuter dans quelques jours, et en France, des enquêtes, certes, une vraie volonté judiciaire, mais pas de procès en vue pour l'instant. Parce que le mécanisme de compétence universelle est encore une fois beaucoup plus restrictif. Une des questions qui se pose, c'est que quand on délocalise un procès, on s'éloigne du lieu où les crimes ont été commis. Ça pose la question des preuves. Est-ce que là, dans le cas de ce procès en particulier, ça a posé problème? Non, pas vraiment, en fait, parce que certes, les enquêtes n'ont pas pu être menées sur le terrain pour des raisons assez évidentes, mais pour autant, énormément de preuves et énormément de témoignages sont ici, en Europe, qu'il s'agisse de preuves vidéo, de preuves de photos, le sujet a montré, voilà, exactement, les photos de César, mais il y a également énormément de victimes et énormément d'anciens membres de ces services de renseignement qui sont à l'heure actuelle en Europe. D'ailleurs, pour revenir à votre question de tout à l'heure, on a quand même appris quelques petites choses dans ce procès, avec notamment, pour la première fois, on a entendu des personnes qu'on n'avait jamais entendues jusqu'à présent, d'anciens membres qui ont fait désertion et qui se sont exprimés sur le mode de fonctionnement des services de renseignement syriens, le mode hiérarchique, et également sur l'endroit où se trouvent les fosses communes dans lesquelles sont envoyés les corps des personnes qui meurent dans les centres de détention. Vous avez rencontré aussi beaucoup de victimes, oui, avec des témoignages, j'imagine, assez durs à entendre? Oui, mais des témoignages qui, je pense, doivent être entendus. Ils ne sont pas simples à entendre, c'est très facile de se voiler la face sur ce qui se passe là-bas, ça paraît loin. Mais au moins, c'est vrai que ce procès-là et l'attention médiatique qu'il a suscité a permis de donner un écho aussi à ces récits qui en fait racontent une réalité qui continue aujourd'hui. Puisque ce que chaque victime que j'ai rencontrée n'a cessé de dire, c'est qu'il témoigne de quelque chose qui continue d'arriver. Et c'est pour ça qu'il continue de témoigner. Si on revient à cette notion de compétence universelle, ce principe juridique avait fait la une des médias en 92. C'était au moment de l'arrestation à Londres de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet. C'était à la demande d'un juge espagnol, lui-même saisi par des victimes chiliennes. C'est un mécanisme qui est beaucoup appliqué depuis?
Oui, c'est un mécanisme qui aujourd'hui est en plein essor. On le voit et c'est d'ailleurs documenté par des ONG qui suivent l'application de ce mécanisme. Chaque année, on constate une augmentation du nombre de poursuites engagées, de procès organisés, de plaintes déposées, d'arrestations effectuées en vertu de la compétence universelle. Donc oui, on peut parler d'un essor très important à l'échelle de l'Europe et pas seulement d'ailleurs, et c'est une bonne chose, que ce soit pas un mécanisme qui soit cantonné aux pays européens. Mais il faut aussi le dire, ce mécanisme continue à se heurter à des obstacles importants, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en lumière la responsabilité de hauts responsables de régimes toujours en place ou d'États considérés comme amis. Et c'est le cas notamment en France. La compétence universelle continue de se heurter à un manque de volonté politique en France de permettre véritablement à ce mécanisme de prospérer comme il se doit, comme c'est prévu d'ailleurs par le droit international, pour pouvoir permettre à des victimes d'accéder plus librement, je dirais, à la justice française et de pouvoir déposer leurs plaintes. Vous dites manque de volonté politique, c'est-à-dire ? C'est-à-dire une vraie réticence de la part des autorités françaises qui, depuis des années, voient la compétence universelle aussi comme un risque d'instrumentalisation de la justice, le voient d'un œil très méfiant, où des ONG iraient déposer des plaintes contre de hauts responsables d'États amis avec lesquels on veut continuer de dialoguer, même si ce sont des États répressifs, qui voient la compétence universelle comme un obstacle à la diplomatie française, fut-elle capable, et c'est le cas aujourd'hui, de fermer les yeux sur ces régimes répressifs et la situation des droits de l'homme à l'étranger. Ce principe de compétence universelle permet de sortir de situations de blocage. Des blocages, par exemple, au Conseil de sécurité de l'ONU, les vétos russes ont bloqué la saisine de la Cour pénale internationale. Du coup, la question qui se pose, est-ce qu'on a vraiment besoin de la Cour pénale internationale ? Je vous pose la question aux deux. Je pense que en tout cas, moi, de mon point de vue, ça reste très important d'avoir une idée d'une Cour pénale internationale qui porte aussi l'idée que ces crimes-là doivent être poursuivis partout où qu'ils soient commis, parce que ce sont des crimes très graves qui vont concerner l'ensemble de l'humanité. Pour autant, la Cour pénale internationale, qui est partie d'une très belle utopie, est aujourd'hui bloquée de plein de manières. Je pense que peut-être c'est la compétence universelle d'une part et la Cour pénale internationale d'autre part se soutiennent, poursuivent finalement la même idée, mais se soutiennent l'une l'autre. Oui, alors la raison pour laquelle il aurait été essentiel que la Cour pénale internationale soit saisie, c'est parce que seule la Cour pénale internationale aurait pu poursuivre Bachar el-Assad. Il bénéficie d'une immunité devant toutes les juridictions nationales, qu'elles soient allemandes, françaises, suédoises. Et donc seule la Cour pénale internationale aurait été à même d'enquêter et de poursuivre Bachar el-Assad. Donc c'est vrai que ne serait-ce que pour cette raison très concrète, il est l'orchestrateur de la répression, il est le plus haut responsable des crimes commis contre la population civile syrienne depuis 2011 et d'ailleurs bien avant également. Et donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, c'est un vrai manque que la Cour pénale internationale ne puisse pas ouvrir d'enquête sur la situation syrienne. Clémence Mechtert, Lena Bjurström, merci beaucoup d'être venue nous voir dans 64 minutes pour décrypter ce projet historique. Vous le confirmez l'une et l'autre. Merci beaucoup.